Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, de retour. À Racaille, la 103e, je crois, mon Jean. Yes. Yes. Alors, si Jean dit yes, c'est tout bon pour nous. Avec notre piqué-coup à la régie, toujours aussi efficace. Jean à l'instruction publique. Salut à tous. Vous allez en prendre plein la tronche aujourd'hui, je sens ça. Et puis, voilà. On va tout de suite s'envoyer une musique en l'air, et puis après, ça sera la minute de militance de Momo la Science, dit Raymond la Science, vous savez, ce fameux Raymond de la bande aux copains Bono. Voilà. Et on commence avec donc Martina Topley Bird, Cornies. Radio Libertaire, toujours la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, ça vous êtes habitués. Racaille la 103e, Piqué-coup à la régie, Jean à l'instruction publique, et tout de suite la minute de militance de Raymond la Science, que j'ouvre le bal de cette minute de militance qui sera suivie par le titulaire du titre, Raymond la Science. Le dépositaire. Le dépositaire, oui. Voilà. Que représente, alors dans la série sur l'anarchie qu'on a commencé, que j'ai commencé à vous présenter la dernière fois, cette deuxième fois, ça concerne la représentation, l'image qu'on peut avoir de l'anarchisme. C'est qu'est-ce que l'anarchisme, un peu, ta rubrique? Oui, c'est ça. Hein, en fin de compte, c'est ça, oui. Il y en a pour un moment, faites-moi confiance. L'homme, on ouvre comme ça par une espèce de citation. L'homme à l'âme vertueuse ne commande pas, ni n'obéit.
c'est notre ni Dieu ni maître. Le pouvoir, comme une ruineuse pestilence, pollue tout ce qu'il touche, et l'obéissance, le fléau de tout génie, vertu, liberté et vérité, fait des hommes des esclaves et de l'humanité un automate mécanisé. On croirait que je suis dans une chaire à l'église du coin, là. Bah, il y a de ça. Hein. Il y a de ça, oui, quand même. Les anarchistes accordent une grande importance à la liberté pour eux-mêmes et pour les autres. Ils considèrent également l'individualité, c'est-à-dire ce qui fait d'une personne un être unique, comme étant l'aspect le plus important de l'humanité. L'individualité comme l'aspect le plus important de l'humanité. Ils reconnaissent que l'individualité est un phénomène social. À l'extérieur de la société, l'individualité est impossible puisqu'on a besoin des autres pour se développer, grandir et subvenir à ses besoins. Entre le développement individuel et social, il y a réciprocité. On se développe et on est formé par une société particulière, alors qu'en même temps, on aide à former et changer cette société par nos actions et nos pensées. Une société qui n'est pas basée sur des individus libres, leurs espoirs, leurs rêves et leurs idées, est vide et morte. La fabrication d'un être humain est collective, auquel la communauté et les individus participent également. Bien sûr, si elle est collective, forcément que la communauté et les individus participent à cette formation. Toute théorie politique qui se base que sur le social ou l'individu est fausse, parce que l'un et l'autre vont ensemble. Pour que l'individualité se développe le mieux possible, les anarchistes considèrent essentiel de créer une société basée sur 3 principes: la liberté, la solidarité et l'égalité, qui sont interdépendantes. La liberté est essentielle pour la maturation de l'intelligence, de la créativité et de la dignité. Voilà encore une trilogie importante. Être dominé par les autres et nier la chance de penser et d'agir par soi-même, qui est la seule manière de se développer. La domination étouffe l'invention et la responsabilité personnelle, qui mènent au conformisme et à la médiocrité. La société qui maximise le développement de l'individualité est basée sur l'association volontaire, pas sur la coercition ni l'autorité. On insiste bien, une association volontaire sans coercition et sans autorité. Si la liberté est essentielle pour le développement de l'individualité, il est essentiel pour la liberté que l'égalité soit réelle et pas factice comme celle à laquelle on est en quelque sorte soumis aujourd'hui. Il n'y a pas de liberté dans une société avec des inégalités brutes de puissance, de richesse et de privilèges, stratifiées en classes et hiérarchisées. Oui, il suffit de regarder autour de vous, de regarder les informations télévisées, pour vous en rendre compte. C'est pas vraiment un secret plutôt c'est un secret de polichinelle. Dans une telle société, seuls ceux qui sont au-dessus de la hiérarchie sont relativement libres, alors que le reste sont des demi-esclaves. Moi, je dirais carrément des esclaves. Sans égalité, la liberté est une farce. Au mieux, la liberté de choisir son maître ou son patron, comme sous le capitalisme. Enfin, la solidarité signifie l'aide mutuelle, le mutualisme ou la mutualité. Travailler volontairement et coopérativement avec d'autres qui partagent les mêmes buts et intérêts. Sans liberté et égalité, la société devient une pyramide de classes concurrentes basée sur la domination des classes inférieures par les strates les plus hautes. Encore quelque chose qui se vérifie tous les jours, surtout quand un ministre glose sur la solidarité en disant que les gens qui bénéficient des aides de l'État sont en quelque sorte des resquilleurs, cette équipe, enfin bref, vous connaissez le discours, je vais pas bafouiller dessus. Enfin, la solidarité signifie l'aide mutuelle. Travailler volontairement et coopérativement avec d'autres qui partagent les mêmes buts et intérêts, sans liberté et égalité, inférieur. Oui, enfin, je me mélange les crayons. Ça m'étonnait aussi que j'arrive au bout sans faire une petite digression. Enfin bon, dans une telle société, c'est
domine ou soit dominé. Et on est prié dans le studio de ne pas ricaner. De ricaner bêtement. L'anarchisme est dans la lutte. Réservé. L'anarchiste est dans la lutte pour le bien de tous, pour l'accomplissement d'une société fraternelle et parmi des personnes en bonne santé, intelligentes, instruites et heureuses. Ce qui n'est pas franchement le cas aujourd'hui pour la majorité de nos concitoyens. Pour les anarchistes, la vraie richesse, ce sont les gens vivants avec nous sur notre planète. Pas sur ce qu'on vous promet les lendemains qui déchantent, etc., etc. L'anarchisme est une théorie matérialiste. Les idées qui se développent via l'interaction sociale et l'activité mentale des individus. Par conséquent, l'anarchisme se base sur la puissance des idées et la capacité des personnes d'agir et de transformer leur vie en se basant sur ce qu'elles considèrent comme juste. Ça, c'est très important. Cette notion de justice. En d'autres termes, tout ça, ça conduit à la liberté. Ce que les anarchistes prônent, c'est donc la liberté de choisir sa vie, de se la construire comme on veut, sans avoir besoin de voter pour des gros cons qui vont vous la dévoyer, votre vie. N'est-ce pas, mon Jean? Voilà. Ouais. Bah écoute, tu as soulevé des points de divergence fondamentaux avec les collectivistes purs et durs. Oui. Intéressant. Tout à fait. Et j'aurais ajouté quand même un petit quelque chose, si tu me permets, mon cher Raymond. Il se passe en ce moment des choses extraordinaires dans le monde dans lequel nous vivons. C'est tous les jours qu'il y a quelque chose de nouveau au rayon du grand magasin du monde. Et là, depuis quelques jours, il court une nouvelle extraordinaire. Enfin, tout le monde en est complètement sur le cul. Je vais vous en faire part tout de suite. D'ailleurs, il semblerait qu'on ait retrouvé quelque chose comme les manuscrits de la mer morte, mais concernant là plus particulièrement la vie d'un espèce de prophète un peu farfelu qui se faisait appeler Jésus. Et alors les savants exégètes ou les théologiens, enfin tous ces gens qui s'occupent de religion, planche sur cette phrase extraordinaire qu'aurait prononcé le Christ au cours d'une de ses partous avec ses parties avec ses disciples préférés, quoi, vous savez, où il partageait la chair. Tu vois, tu nous parles de Jésus, mais tu penses à Desca, c'est terrible. Pas du tout. Et cette phrase sibylline, s'il en est, je vous la livre de chef de gare. Donc au cours d'une de ces fines parties, Jésus s'est levé et a dit à ses disciples, de l'air, vous savez, grave qu'il pouvait avoir dans ces circonstances, le Seigneur a dit, il voulait probablement parler de son Dieu, de son Père, à ses disciples, qui n'a pas de tabac, n'a pas besoin de pipe. Et je pense que vous avez conscience de la gravité du moment. Voilà, j'ai fait mon devoir. Maintenant, mon cher Jean, mon cher Raymond, c'est à vous. Bon, écoute, malgré tes fines allusions, je ne parlerai pas du priapiste du FMI ce matin. Très bien, mon Jean. On se contentera de faire confiance à la justice américaine, dont on sait qu'elle n'a jamais, au grand jamais, condamné d'innocents. Non, bien sûr que non. Et pas non plus de coupables, d'ailleurs, par... La justice, c'est peut-être la plus pourrie du monde. Quoi qu'en disent nos exégètes. Voilà, donc on va faire dans le léger. Vous pouvez même trouver ça futile, c'est pas grave. 6 mois après son départ du gouvernement, l'ex-ministre Éric Woerth, un des favoris de l'émission, il nous manque. Ah oui. On le regrette, moins que Maïté, mais enfin un petit peu quand même. L'ex-ministre Éric Woerth publie dans La Tourmente un livre sur les polémiques dont il a été la cible. « Je vis toujours avec les polémiques », a-t-il déclaré. « Si je suis sorti du gouvernement après la réforme des retraites, c'est à cause des attaques que j'ai subies pendant 6 mois. Mon objectif n'est pas de relancer les polémiques, de régler des comptes, de me plaindre ou d'interférer avec la justice. Mais on voit très bien où peut mener ce genre de campagne. Roger Salingro et Pierre Bérégovoy ont été poussés au suicide. » Non, je cite ces propos. Oui, non, mon Raymond, Après celui de Bérégovoy, Mitterrand avait parlé de l'honneur d'un homme livré aux chiens. Moi aussi, j'ai été livré aux chiens. Nous évoluons dans un monde où on hurle avec les loups.
les loups, les chiens. Lui, il mélange un peu tout. Avec Internet, la dérive médiatique s'est accentuée. Voilà. Bon, espérons quand même pour Eric Woerth qu'un certain nombre de clébards ont appris à lire, suffisamment en tout cas pour faire de ce pinsomme un succès mérité. En tout cas, avec Dans la tourmente d'Eric Woerth ou encore Une vie ordinaire de Maxime Brunery, l'édition française prouve qu'elle continue de privilégier la qualité sur la quantité. Maxime Brunery, tu sais qui c'est? Non mais mon genre, tu m'en as parlé, j'ai complètement oublié. Déjà oublié. C'est celui qui prétend avoir essayé de tuer Jacques Chirac. Ah Oui, ça aurait été dommage qu'il nous ponde pas ses mémoires et qu'un éditeur français participe pas à ça. Oui. Bon. Dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, qui n'est pas sur ma table de chevet, je me contente de l'emprunter toutes les semaines à Robert. Oh non, alors ça. Oh, ça c'est un coup de pied de l'âne, mais alors c'est lamentable. C'est lamentable. Alors je te le fais pas dire. Alors qu'on y trouve que le monde libertaire. Non, c'est vrai. Ouais. Donc, dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, l'avocat Gilbert Collard annonce son ralliement à Marine Le Pen. Oh non, c'est pas... Je n'ai pas pris ma carte au Front National, mais je suis très ami et de longue date avec Marine Le Pen, déclare Gilbert Collard dans son interview. Je suis mariniste, mon lien est avec elle. Marine, je la connais. Elle n'est ni raciste, ni antisémite, ni xénophobe. Je n'ai pas changé, c'est le FN qui a changé. Et alors ça m'a remis en mémoire une blague sur le cycliste Richard Virenque quand il avait été viré du Tour de France. Pour me punir d'avoir pris des produits interdits, j'ai eu Gilbert Collard comme avocat. C'était une blague des Guignols, je crois me rappeler. Ouais, ça je suis avocat plus con. Bon, en tout cas, tant qu'à prendre un avocat, on a le droit de préférer un bas d'inter à un bas du front. Ah oui, donc, ça, voilà, vraiment, il n'y a pas photo. Chacun choisira en fonction de sa sensibilité. L'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu est en voie de marginalisation dans le paysage fiscal français. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'impôt sur le revenu, on va l'appeler l'IR pour faire court, a rapporté 47,7 milliards d'euros en 2009 contre 47,3 milliards en 2000. Une quasi-stagnation, alors qu'entre ces deux périodes, les revenus bruts des ménages ont grimpé de 37%, passant de 702,3 milliards à 963,1 milliards. L'IR, qui représentait 9% des prélèvements obligatoires en 1995, n'en pèse plus que 6,4% en 2009. Alors je rappelle que l'IR est le seul impôt qui soit un peu juste, je dis un peu avec des précautions, un peu juste, puisqu'il est censé être indexé sur les revenus. Il faut donc le supprimer et privilégier les impôts indirects qui font que les riches ne payent pas plus que les pauvres. On est en Sarkozy, oui ou non? Oh oui, bon, tu seras d'accord. On n'est pas prêt d'en sortir, même si... Oh là, c'est mal barré, là, pour le coup. Ouais. On a dit qu'on n'en parlait pas. Non. Et on finira sur une note romantique. Et là, ça va vous scotcher. Oui, surtout mon camarade à ma droite. Oui, bonjour. Dont je sais à quel point il est fleur bleue. Oui, bonjour. Pour le seul vendredi 13 de l'année, la Française des Jeux proposait une cagnotte exceptionnelle de 123 millions d'euros, qui a été remportée par un Espagnol d'ailleurs. Une partie de la presse s'était amusée toute la semaine à questionner des joueurs sur ce qu'ils feraient en premier lieu en cas de victoire à ce loto, de gain de ces 123 millions d'euros. Eh bien, figurez-vous qu'une quantité non négligeable, et quand je dis non négligeable, c'est par pudeur, c'est même une quantité très importante, pour être honnête, une quantité donc non négligeable d'hommes ont répondu dans un bel élan, la première chose que je ferais, si je touchais ce fric, je divorcerais. C'est pas vrai. C'est pas mignon, ça? Oh là. Voilà. Et puis, j'en profite pour rappeler que le loto est un impôt réservé à ceux qui ne comprennent rien aux statistiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Merci, mon Raymond. Je pense que là, vous avez les neurones qui commencent à frétiller. Ça commence bien.
J'ai combattu auprès du Dieu dans la Sierra Maestra, versé des larmes quand ils l'ont tué, fait de même pour Zapata. Sous le poids de 500 ans d'oppression, mes veines se sont ouvertes et parcouru une histoire populaire américaine aux côtés des fameux States. Épousé la révolte de Jackson et vu devant mes yeux la mort. Connu l'histoire du Black Panther, parti auprès de Newton et crié mort au port. J'ai haï les matins plus de 20 ans comme Jean-Marc Trouillant, entre grève de la faim et torture blanche, sans repentance et sans reniement. J'ai pleuré, crié, espéré, lutté pendant la guerre d'Espagne. Me suis réfugié avec des basques dans les villages de Bretagne. Porté le drapeau de la CNT dans la colonne de fer. Me suis enfui du bagne de Cayenne avec au pied les fers. J'ai affronté Big Brother en 1984. Combattu dans les milices du Poum avec Orwell, dans la crasse des tranchées face aux attaques. Monté des barricades pendant la commune de Paris. Dos au mur comme les fédérés, la tête haute devant les fusils. J'ai crié Yabasta le 1er janvier 94. Bouffé 6 ans de tôle avec mon père et les Tupamaros. Pris d'assaut l'ambassade du Japon avec le MRTA. Levé la calache et le poing en hommage à Nestor Selpa. J'ai connu Bader, la RAF, les brigades rouges et les CCC. Violer vive la Palestine auprès des militants du FPLP. J'ai vu Carlo Giuliani tomber sous les balles de la police du capital. Concentré tellement de rage dans mes putains de veines, prêt à exploser comme un black bloc à Seattle ou à Gênes. J'ai arpenté le couloir de la mort auprès de Léonard Peltier et de Moumia. Lutté pour l'indépendance du Sahara et crevé dans les prisons de Kenitra. J'ai eu les mains tranchées comme Victor Jara et ma guitare s'est transformée en une cage contre les paras. En novembre 2005, je me suis révolté dans les cités de France, épaulé par une jeunesse en colère et méprisée depuis l'enfance. J'ai foutu le feu à ma cellule dans ce putain de centre de rétention. Soutenu la lutte des sans-papiers, manifesté contre les expulsions. Gardé la tête haute sous les sifflets des ouvriers français. Laissé peu de place à la consternation. Fils de prolo étranger, héritier des luttes de l'immigration. J'ai côtoyé la misère dans les bidonvilles de Nanterre. Me suis noyé dans la Seine le 17 octobre 61 avec plus d'une centaine de mes frères. J'ai vu pleurer ma mère, ses larmes coulant sur le corps de mon petit frère. Nouvelle victime d'une bavure policière. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 103e, avec Piquet-Cou à la régie, Jean, toujours droit dans ses bottes de hussard noir de la République, qui va vous enrichir un petit peu votre capital de neurones et de synapses, en vous parlant aujourd'hui de l'échange. L'image dans le tapis, l'échange dans le tapis, je me dis non, là on est vraiment encore dans une histoire glauque. On sent que cette émission est répétée longtemps. Voilà, non, mais... Quant à mes bottes de hussard noir de la République, en fait ce matin ce sont des mocassins en daim façon Eddie Barclay. Gucci. Ah oui, Eddie Barclay, pour mal. Eddie Barclay, non, lui, il les avait blancs. Moi, c'est vraiment couleur naturelle, mais bon. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que cette musique que tu nous as choisie? Eh ben, on vient d'entendre La Cabine, Mémoire des luttes. Alors ça, c'est un morceau qui va devenir, je pense, au même titre que celui que Hydra. Je crois d'ailleurs que Hydra Genova 2001, je pense que c'est le même label d'ailleurs. D'accord. Formidable, hein. En fait, j'avais ça sur mon ordinateur depuis un moment et je l'avais jamais écouté. Donc je suis très content d'avoir découvert ça. On vous le fera réécouter régulièrement. Bien sûr. Après la minute de militance de Raymond Herrero. Hein? Oui, mon Jean. On est d'accord? Oui, mon Jean. Voilà, Mémoire des luttes. Voilà, tout y est passé. Ils n'ont pas oublié beaucoup. Hein. Non. Oui, je vais vous lire un extrait de L'image dans le tapis.
hein, comme Robert vient de vous le dire, par Henry James. Ah, ça c'est de la vraie bonne littérature. Hein. Ah oui. Henry James, c'est 1843-1916. Alors avec cette nouvelle publiée, c'est une nouvelle qui fait quand même pas loin d'une centaine de pages. Hein. C'est une longue, on peut appeler ça un court roman ou une longue nouvelle. Hein. Publiée pour la première fois en 1896, le grand écrivain américain, hein, qui s'était fait naturaliser britannique un an avant sa mort parce qu'il supportait pas les atermoiements de son pays d'origine pour rentrer dans la guerre qui secouait, la Grande Guerre, hein, qui secouait à ce moment-là toute l'Europe. Le grand écrivain donc fait un magistral pied de nez aux critiques, hein, ici évidemment littéraire, mais enfin c'est valable pour toute la critique. Hein. Le challenge qui est proposé à ceux-ci, donc aux critiques, est simple. Hein. Découvrir le sens caché d'une œuvre et au-delà apprendre des choses fondamentales sur son auteur que ce dernier ignore d'ailleurs peut-être lui-même. Hein. Un artiste qui ignore qui il est, ne sachant déjà pas ce qu'il fait, si on peut dire, comment les critiques pourraient-ils prétendre comprendre son travail, hein. Une œuvre d'art ne saurait avoir un motif unique, un chef-d'œuvre se limiter à l'époque ou à la compréhension de l'époque qu'il a vu naître. Hein. Le jeune critique ici interpellé par l'artiste, donc dans la nouvelle, hein, par l'artiste qu'il admire le plus, se perdra dans la quête de cette intention énigmatique, hein, dont l'écrivain lui affirme quel est le fil qui relie tous ses livres, à la fois aussi visible et aussi caché que la trame d'un tapis. Mais évidemment, cette intention elle est imaginaire, hein, et l'écrivain, en fait, veut se venger de la critique. Hein, et ça tombe sur ce pauvre garçon. Comment exprimer ce que j'entends par mon intention générale? Peut-être pourrait-on dire que c'est la raison particulière qui est à l'origine même de tous mes livres. Ne pensez-vous pas qu'il existe pour chaque écrivain une intention singulière de ce genre, une intention qui le pousse à se donner tout entier à sa tâche, une intention telle que s'il ne faisait pas l'effort de chercher à la remplir, il n'écrirait pas une seule ligne. C'est le cœur de sa passion, là où pour lui brûle avec la plus belle intensité la flamme sacrée de la création. Eh bien, c'est cela, mon intention. Je réfléchis un moment avant de répondre. Votre description est certainement très belle, mais ce que vous décrivez n'est pas très clair. En tout cas, reprit-il, pour ma part, je puis dire qu'il y a dans mon œuvre une intention et que sans cette intention, je ne me serais jamais donné tout ce mal. C'est la plus belle des intentions, la plus accomplie, et pour la mettre en œuvre, il a fallu des trésors de patience et d'ingéniosité. Je devrais laisser aux autres le soin d'en parler, mais le fait justement que personne n'arrive à en parler est le sujet de notre présente conversation, n'est-ce pas ? Mon petit stratagème court d'un livre à l'autre et en comparaison, le reste de l'œuvre n'est qu'un jeu de surface. L'économie, le style, la construction de mes livres apparaîtront peut-être un jour aux initiés comme l'image parfaite de mon intention. Aussi est-ce tout naturellement quelque chose que le critique se doit de chercher, de rechercher. Je dirais même que c'est exactement ce qu'il doit trouver, ajouta-t-il en souriant. Je restai silencieux quelques instants. Ne pensez-vous pas que vous devriez un peu aider les critiques? Les aider? Mais qu'ai-je fait d'autre chaque fois que j'ai pris la plume? Il me semble que je leur ai mis sous le nez mes intentions noir sur blanc, et qu'ils continuent à me regarder avec un air ahuri. Pour moi, l'intention est aussi tangible que le marbre de cette cheminée. Et de toute façon, un critique n'est pas un homme simple. Si c'était le cas, pourquoi irait-il se promener dans le jardin des autres? Tous mes efforts pour être clair quand j'écris vous mettent sur la piste. Chaque page, chaque phrase, chaque mot sont autant d'indices. La chose est aussi évidente que l'oiseau dans sa cage, l'appât d'un hameçon ou le morceau de fromage d'un piège à souris. Vous le trouverez dans chacun de mes livres comme la main dans un gant. Il est l'âme de chaque phrase, la raison du choix de chaque mot, l'explication de la place de chaque virgule. Vous avez un cœur. Est-ce que ce cœur appartient au domaine de la forme ou à celui du sentiment? Eh bien, je soutiens que personne n'a jamais fait allusion
à ce qui dans mon œuvre donne la vie. Voilà, c'est peut-être un petit peu obscur, hein. L'image dans le tapis de Henry James est éditée. J'ai pas trouvé d'extrait en fait qui donne davantage envie d'aller plus loin que celui-là. Vous me pardonnerez pour pour cette obscurité forcée. L'image dans le tapis de Henry James donc est édité par les éditions du Rocher. C'est un petit livre qui vaut moins de 5 €. Vous pouvez le commander auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, téléphone 01 48 05 34 08. Après site internet, après les librairie-publico.com. Voilà. Bah oui, Jean, c'est effectivement que ça demande quand même pas mal de réflexion, surtout pour les non-initiés à l'art déjà, parce qu'à la création, mais aussi que les critiques, malheureusement, sont souvent jugés partis, parce que moi je pense que le travail d'un critique, ça serait de présenter une œuvre d'une manière la plus impartiale possible, sans suggérer ses préférences ou sans la critiquer, quoi. La présenter et donner les outils au spectateur ou au lecteur ou à l'auditeur, lui donner les clés pour qu'il puisse lui-même l'appréhender, quoi. Mais pas lui tracer le chemin et puis qu'il en sorte pas, quoi. Parce que suivant les critiques que tu écoutes ou que tu lis, il y en a aucun qui est franchement du même avis sur la même œuvre, et chacun donne sa lecture et après t'es complètement paumé, quoi. Tu vois. Bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire évidemment, mais là où c'est cruel, c'est qu'en fait le couperet tombe sur ce jeune critique qui est en adoration devant cet écrivain et qui va donc se perdre à essayer de comprendre, d'extraire ce fil dont l'écrivain prétend qu'il est la trame de tous ses livres, et qui n'y arrivera évidemment jamais, et qui va en plus y laisser tout le plaisir qu'il trouve à lire les livres de cet auteur, évidemment, va y passer, mais je vais pas vous raconter toute l'histoire, toute l'intrigue. Voilà. Petit livre remarquable. Merci, Jean.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, je vous le répète, et je serai intraitable sur le sujet, la voix sans Dieu, sans maître de la Fédération anarchiste. Et j'allais oublier, mais je le rappelle quand même, sans publicité, avec Piquet-Cou à la régie, qui se gratte le dos, Jean, qui se gratte le derrière de l'oreille. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Intraitable comme tu l'es depuis 103 semaines. 103 semaines. Tu voulais pas ajouter quelque chose? Qui sont passés comme dans un rêve. Oui, oui, tout à fait. Oui, j'ai quand même oublié de préciser, c'est important pour la compréhension du texte précédent, hein, que Henry James, en fait, avait été éreinté par la critique pour son ouvrage précédent. Et sa réponse, au lieu de se perdre dans une polémique qui n'aurait pas débouché sur grand-chose, a été cette nouvelle, donc de près d'une centaine de pages, tout en cruauté très distinguée. Tout à fait. Hein, voilà, petit livre que je vous conseille, mais il fallait quand même préciser ça, quoi. Oui, c'était sa réponse à la critique. Tout à fait. Et qu'évidemment, il s'identifie parfaitement au personnage de l'auteur. Décrit qui s'appelle Verweg, j'ai oublié comment s'appelait l'auteur, derrière lequel se cache Henry James dans cette petite nouvelle, dans cette grande nouvelle, plutôt l'image dans le tapis. Bien, voilà. Et puis on vient d'écouter Nancy Elizabeth. Oui, Jean. Fit of Courage. Oh, dis donc, Jean. Il va nous parler avec la langue, enfin, il va vraiment employer la langue de Shakespeare avec l'accent et Wall Street English. Oui, c'est bien. DSK English. Alors maintenant, nous passons à la phase, histoire de l'art, de Jean, histoire de vie, histoire d'artiste, histoire d'un plasticien du sens et du motif, Robert Rauschenberg. Oui, Robert Rauschenberg, c'est 1925-2008. Et alors, pour ceux qui connaissent son travail, le lien avec Henry James n'est pas évident, mais c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup comme ça aussi sur le symbole, le sens et puis le motif, hein, des choses. Voilà, je ne fais ni de l'art pour l'art, ni de l'art contre l'art, disait Robert Rauschenberg. Hein. Je suis pour l'art, mais pour l'art qui n'a rien à voir avec l'art. D'accord. Tu vois, j'essaye de trouver des discours avec lesquels tu pourrais être un tant soit peu en empathie. Ah, tout à fait, mon Jean. L'art, par contre, a tout à voir avec la vie. Oui. Hein, voilà. Et après avoir étudié l'art en question aux États-Unis et à Paris, Robert Rauschenberg expose pour la première fois ses tableaux en 1951. Donc 26 ans. Hein. Il s'agit alors de monochrome, les white paintings. En 1952, bon là il cède un peu à la facilité. Hein, il entreprend d'effacer à la gomme un dessin de Willem de Kooning. Alors la figure, on va dire, emblématique de l'expressionnisme abstrait, hein, qui dominait l'art américain de cette époque. Il rencontre John Cage et Merce Cunningham. Hein, John Cage, c'est la musique, hein, je précise, musicien, et Merce Cunningham, un danseur. Non, on dit pas un danseur, on dit un chorégraphe. Un chorégraphe. Ah, magnifique. Arrête. Mais Robert aime beaucoup la danse. Hein, c'est vrai. J'adore. Oui. Au mythique Black Mountain College en Caroline du Nord, et puis fait la connaissance aussi de Jasper Johns à New York. Hein. Il se lie aussi d'amitié avec Cy Twombly, qu'on a déjà vu dans cette émission, hein, avec qui il voyagera en Europe et puis également en Afrique du Nord, hein, avec qui il exposera en 1953 à New York, à son retour aux États-Unis. À partir de 1954, marqué par les assemblages de Kurt Schwitters, Rauschenberg réalise des œuvres dans lesquelles les objets font leur apparition. C'est la naissance des fameux combine paintings, mêlant sculpture, peinture, collage, une forme de composition nouvelle, hein, aussi il faut le dire. Hein, je vous rappelle, hein, 54, hein, qui préfigure le pop art. Son idée est de créer en fait un lien entre l'art et la vie, comme on l'a vu un petit peu plus haut. Hein. Je les appelle combine, mais comment dirait-on ça? Combines en anglais, je sais pas. C'est-à-dire des œuvres combinées
combinaison. Je veux ainsi éviter les catégories. Si j'avais appelé peinture ce que je fais, on m'aurait dit qu'il s'agissait de bas-relief ou de sculpture. Si j'avais appelé ça des sculptures, on m'aurait dit qu'il s'agissait de peinture. Donc dans l'œuvre de Rauschenberg, l'image ne repose pas sur la transformation d'un objet, mais bien plutôt sur son transfert. Je sais pas si vous saisissez la nuance. Tiré de l'espace du monde, un objet est imbriqué dans la surface d'une peinture. Loin de perdre sa densité matérielle dans cette opération, il affirme au contraire et de manière insistante que les images elles-mêmes sont une sorte de matériau. À partir de ce moment, les tableaux de Rauschenberg combinent à nouveau les matériaux les plus divers, des objets tels des cravates, des petites cuillères ou des coupures de journaux, ainsi que coqs, poules et autres chèvres empaillées. C'est difficile, mais je rappelle qu'on est en 1954, au milieu donc des années 50, et que ce qui est devenu évidemment aujourd'hui monnaie courante ne l'était pas. Donc contient à partir de ce moment, je disais, les tableaux de Rauschenberg combinent les matériaux les plus divers, des objets tels des cravates, des petites cuillères, des coupures de journaux, ainsi que des coqs, poules et autres chèvres empaillées. Je désire intégrer à ma toile n'importe quels objets de la vie. L'erreur, c'est d'isoler la peinture, c'est de la classifier. J'ai employé des matériaux autres que la peinture, afin qu'on puisse voir les choses d'une manière neuve et fraîche, disait-il en 61. La plus célèbre des combines de Rauschenberg est sans aucun doute l'association improbable d'une chèvre angora au museau peint, ceinte d'un pneu automobile, avec différents collages tels une balle de tennis ou divers papiers imprimés, renvoie à l'enfance de Rauschenberg près d'une usine de pneus et au souvenir de sa chèvre Billy qui avait été tuée par son père. Ce même père qui, quelques années plus tard, à propos des œuvres de son fils, s'étonnera que l'on parvienne à vendre des merdes pareilles. Merci, papa. En 1964, Rauschenberg remportera le prix de la Biennale de Venise, signant la fin, à cette occasion, de la suprématie de l'école de Paris au détriment de celle de New York. Et oui, c'est lui, Rauschenberg. Oui, c'est lui qui était qui était imposé par l'ambassade d'Amérique aux États-Unis. Mais sérieusement, genre. À Paris, le journal Combat parlera d'un affront fait à la dignité de la création artistique. En Italie, l'Osservatore Romano, c'est presque le journal du Vatican, dénoncera lui la défaite totale et générale de la culture. Ouais. C'est vrai que ça va beaucoup mieux aujourd'hui, surtout en Italie. Voilà, une œuvre de Rauschenberg sur le blog de l'émission. http://arracaille.blogspot.com. Merci, bonjour. T'as pas entendu parler, toi, de cette histoire de diktat des Américains pour imposer Rauschenberg? C'est pas Rauschenberg, ça aurait pu être n'importe quel artiste, mais justement pour supplanter. Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais, comme quoi. Eh oui. C'est pas, l'art ne se décide plus dans les salons des princes, mais c'est Wall Street qui... Ah là encore. Ouais. Et là, on voit, depuis que les Américains ont pas les choses en main, que l'art est devenu vraiment une marchandise. Bon, merci infiniment, mon Jean, pour cette ouverture sur le monde extérieur.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui se perdait dans vaines considérations. J'essayais de post-cubiste. J'essayais de que Jean m'en dise un peu plus sur ses sources, sur ça. J'essaie de percer ses secrets, mais bon, c'est très difficile. Arakaï, la 103e. C'est vrai que c'est l'exercice le plus difficile de se remettre en perspective historique, hein, les choses. Par exemple, là, c'est vrai que j'ai oublié de préciser que Rauschenberg, au début des années 70, il est considéré comme un des peintres, un des artistes contemporains les plus importants. Son aura a quand même un peu diminué aujourd'hui. Tu l'as rappelé toi-même, il n'était pas non plus si novateur que ça, dans la mesure où Picasso et Braque étaient passés par là avec des inclusions de matériaux tels que des morceaux de journaux ou de tissus dans les tableaux. Mais voilà, c'est important de dire que dans les années 70, Rauschenberg, il était considéré à l'égal de Picasso, pratiquement. Mais Picasso, même plus que de papier, parce que je me souviens, il y a une peinture avec une guitare où c'est carrément, il a fait en volume une guitare en carton ondulé, quoi, tu vois. Donc il allait quand même. Effectivement. On en a même parlé ici. Bah oui. Oui, mais qu'est-ce que tu veux le professeur, mais que l'élève retient. Oui, mais le professeur, il commence aussi à être rattrapé par son grand âge, et au fur et à mesure que toi tu rajeunis, ça. Tu n'auras pas été sans remarquer, tu vois, nos chemins allaient pas tarder à se croiser. J'aime bien quand il fait semblant de faire des. Et puis tiens, pour faire un petit, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Broken Bells, High Road. Voilà. Ça, je crois que c'était un envoi de Sarah. Ah, merci Sarah. Puis on va faire un petit bond en arrière, tiens, avec Fragonard. Fragonard, c'est 1732-1806, le peintre de la grâce heureuse, comme on l'a appelé. Peintre libertin. Ouais. Oui, je sais pas pourquoi, il y avait comme une atmosphère. Oui, non, tu crois. En tout cas, ça va te plaire aussi, c'est grâce à ces piteux résultats comme Saute-Ruisseau chez un notaire. Saute-Ruisseau, je précise que c'est coursier, hein. Oui. Pour ceux qui sauraient pas, mais tout le monde ne manie pas l'argot. Oui. Avec ta dextérité. Oui, c'est ça. Hein. C'est grâce, donc, comme je disais, à ces piteux résultats de Saute-Ruisseau chez un notaire que... Il s'agit pas de moi, hein. Il s'agit de Fragonard. Que Fragonard obtiendra de ses parents l'extraordinaire permission de se placer comme apprenti dans l'atelier de Chardin. Chardin, quand même, hein. Pas non plus le barbouilleur d'à côté. Oh, non. Mais bon, apparemment, ils étaient assez incompatibles, hein, tous les deux. Oui, l'association a duré assez peu de temps. Chardin, c'était quelqu'un d'assez rigoureux, on va dire, ou même rigoriste. Oui, tout à fait. Hein, et il va passer rapidement, en fait, dans celui de Boucher, chez lequel il va rester nettement plus longtemps, hein, je crois, pas loin de 5 ans, quelque chose comme ça. Fragonard a tout juste 20 ans quand il obtient le prix de Rome, hein, ce qui lui vaut commande de sa ville natale de Grasse, d'un tableau pour la cathédrale, le Sauveur lavant les pieds des apôtres, hein, qui s'y trouve toujours. Moi, j'y suis pas passé depuis très longtemps à Grasse. Je vais peut-être essayer d'y faire un tour cet été, tiens. Moi, j'y suis passé, mais je n'ai pas fait de détour par la cathédrale. Je me suis contenté, moi, de visiter les parfumeries avec tout. Non, mais j'ai adoré ça. Hein. Ah oui. J'ai adoré ça quand j'étais ado. J'ai adoré visiter ces parfumeries, cette espèce de ville qui embaumait la lavande. Là, moi, j'ai trouvé ça assez génial. Bon, ça m'a laissé un grand souvenir. J'ai oublié, du coup, d'aller voir le Fragonard à la cathédrale. Mais bon. Oh, bien, Jean. Fragonard, lui, va demeurer près de 5 ans en Italie, hein, à la suite donc de sa victoire au pied de Rome. Hein. S'il ne reste malheureusement que quelques-unes, hein, des milliers d'esquisses peintes ou dessinées qu'il a exécutées, hein, pendant son séjour, elles sont quand même suffisantes pour apprécier sa maîtrise déjà très très impressionnante. Hein. Bien qu'il soit agréé par l'Académie, c'est un franc-tireur aussi, hein, parce que bien qu'il soit agréé par l'Académie 3 ans après son retour, il n'y siégera jamais, préférant, je savais que ça allait te plaire aussi, préférant garder son indépendance. Robert aussi a été agréé par l'Académie, mais c'est pas la même, mais bon. Comme il le dit lui-même, je ne veux pas montrer mes fesses. Il faut dire que les mécènes, comme les commandes, ne lui manquent pas. C'est d'ailleurs une commande du marquis de Saint-Julien, je sais pas qui c'était ce marquis de Saint-Julien, mais en tout cas un mécène, hein, un gentil mécène, qui assoit définitivement sa réputation. Les hasards heureux de l'escarpolette, c'est pas du tout mon Fragonard préféré, mais bon,
pourtant très inspiré de Boucher, hein. C'est quasiment du copier-coller, mais enfin bon. C'est plutôt dans les toiles suivantes qu'à mon sens Fragonard affirme sa touche personnelle, hein, tout en prestesse et délectation. Je trouve que cette touche sauve tout, tu vois, y compris les toiles aux allusions érotiques les plus lourdes ou les moins légères, tu verras ça comme tu veux, hein. Il fixe, je dirais, pour ses contemporains la représentation de ces quelques minutes de bonheur volé, tu vois, qui font le sel de la vie, forcément brève, hein. En 1769, il épouse la fille d'un distillateur de Grasse, elle-même miniaturiste, mais il semble qu'elle n'ait en rien modifié la versatilité de Fragonard, hein, qui continue d'alterner les chefs-d'œuvre et puis de papillonner régulièrement dans le style de Boucher, entre des commandes pour Madame du Barry, tu vois, ou d'autres pour la comédienne et danseuse Marie-Madeleine Guimard, hein, la Guimard qui a été très fameuse en son temps. On n'a d'ailleurs pas de certitude, mais il semble quand même qu'il ait eu un béguin assez appuyé parce que on retrouve la Guimard dans un certain nombre de toiles de Fragonard de cette époque, ou de dessins d'ailleurs, hein, les sanguines, les choses comme ça, voilà. Avec la fête à Saint-Cloud, qui est un petit peu une réponse, on va dire, souriante à Watteau, hein, s'achève la carrière de paysagiste de Fragonard. C'est aussi la fin de cette ambiguë douceur de vivre à la veille de la Révolution, hein, dont parlera Talleyrand quelques années plus tard. Dans ces scènes de frivolité apparente, avec un petit peu d'attention quand même, on peut parfois voir percer une inquiétude, ou une menace diffuse. Tout ce petit monde de grâce et de bonheur est observé par un peintre qui nous rappelle que la jeunesse ne dure pas et que les moments de tendresse lascive sont fugaces et rares, hein. Les portraits ainsi que les scènes intimes et familiales vont désormais monopoliser toute son attention. Les toiles qui en découlent sont les plus surprenantes de Fragonard, hein. L'inspiration sentimentale et littéraire semble directement issue de Rousseau. Noyé dans une pénombre d'arbres échevelés et d'étranges clairs obscurs, des personnages entourés de voiles légers adoptent des attitudes qui annoncent clairement le néoclassicisme, c'est du moins mon sentiment. Ça va se gâter ensuite, hein, assez rapidement. Il y a d'abord la mort d'une de sa fille, hein, qui était âgée de 17 ou 18 ans, si mes souvenirs sont bons, qui va le rendre très malade, et puis ensuite les choses ne seront plus jamais pareilles pour lui, hein. Il n'a pas fini dans la misère, mais pas loin, je crois. Voilà, Jean-Honoré Fragonard était possédé, on va dire, par l'amour de la vie et de la peinture. Les scènes les plus humbles prenait sous son pinceau des allures de fête, hein. Un seul trait de sanguine lui suffisait pour restituer toute la vivacité d'une scène, et il lui arrivait d'authentifier ainsi ses fameux portraits au dos, hein, peints par Fragot en 2 heures. Ouais. Ouais. Par Fragot. Ouais, on l'appelait le bon Fragot d'ailleurs. Là aussi, si mes souvenirs sont bons à vérifier, hein, mais je crois qu'on l'appelait le bon Fragot dans les sphères qu'il fréquentait, voilà. Fragonard est certainement, hein, l'un des plus grands virtuoses que la peinture ait jamais produit, l'égal en peinture d'un Mozart en musique, hein. Voilà. Oui, c'est exceptionnel. Moi, je connais des tableaux de sa période italienne. Donc c'est un tout jeune homme. Il vient de remporter le prix de Rome, il part à Rome, il y a des vues du Tivoli comme ça, tu seras scotché, mon Roro, je te le dis tout de suite. Tu te mets devant ça, c'est d'une virtuosité sans égale. Voilà. Une virtuosité dont mon Jean est assez friand et lui-même en capacité de le faire. Oui. Voyons. Bien sûr, mais oui. Ah, ça y est. Non, ça faisait longtemps. On peut rien lui dire à ce gamin. Non, ça faisait au moins 2 émissions que tu m'avais pas passé la brosse. Et après, ça revient. Voilà, je vais mettre un tableau de Fragonard sur le blog de l'émission http://aracaille.blogspot.com. Le verrou dont on a d'ailleurs parlé ici, on avait fait j'avais fait un paplard sur ça, le verrou de Fragonard. Ouais, c'est un des plus connus. Ouais, et c'est aussi un des plus codés, on va dire. Il faut le tourner dans tous les sens pour le déchiffrer, c'est un vrai plaisir. Le verrou, voilà. Un plaisir d'adolescent boutonneux.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Jean est en train de m'enfumer avec une histoire. Comme un hareng, avec une histoire de poissonnière. Ouais, de poissonnière, ouais, intéressant. Alors, tantôt c'est les poissonnières, tantôt c'est les fermières avec des grandes bottes, enfin bref. À temps en temps, c'est les bouchères aussi. Ah, je sais les pas si je te bouchères l'ai aussi. raconté, celle-là. Le fantasme Non. de la bouchère, oui. Ma bouchère. Oui, ta bouchère. Je suis allé lui acheter un steak il y a quelque temps. Ouais. Et je lui dis, je voudrais quelque chose de bien tendre. C'est pour faire un steak au poivre. Tu vois. Et j'étais tout seul avec elle dans la boutique et elle me dit, la seule chose qui soit tendre ici, c'est mon cœur. C'est pas mignon, ça? Et ça s'est terminé sur le... Ça s'est très mal terminé parce Sur que le guillot du boucher. je lui ai dit, j'ai voulu la flatter, et je lui ai dit, mais ça c'est largement au-dessus de mes moyens, et elle l'a pris à l'envers. Ah, d'accord. Ce qui m'a beaucoup gêné après, c'est d'apprendre le lendemain que son mari était mort 3 jours avant d'un cancer. Ah, d'accord. Ah, c'est une histoire très gaie encore. Hein? Merci. C'est une belle histoire de bouchère, non? Une histoire de bouchère, oui. Bien, bon, alors sur ces entrefesses, on va vous parler des petites annonces trad. Ouais, excuse-moi, c'était C.W. Stoner King, Oh, la non, musique vous The avez Love remarqué- Me or Die. Vous avez remarqué qu'il a fait Berlitz récemment. Hein. Encore une trouvaille de Sarah. Et alors, Merci Sarah. Robert imaginait évidemment un vieil afro-cubain grattant sa mandoline sur les trottoirs de Cuba. Pas du tout, hein. C'est un petit blanc bien propre sur lui et tout. C'est assez rigolo, hein. On croirait Ouais. pas, hein. Non, il a dû en fumer. Hein. Ah, il a dû, ouais. Voilà. Bien, alors donc on passe aux annonces traditionnelles que Jean s'évertue à m'obliger à ne pas vous les compter dans le cornet de l'oreille. Donc pour Radio Libertaire, un appel aux thunes pressant. J'ai appris samedi, il y avait une réunion animateur-auditeur sur le trottoir de la rue Amelot, en face de la librairie. Et très sympathique d'ailleurs, avec des animateurs, enfin on savait pas où les caser, et des auditeurs ou des animateurs, je sais plus ce que j'ai dit, j'ai fait une bêtise encore. Non, il y avait à peu près, il faut le dire, 15 animateurs Ouais, et 10 auditeurs. ouais à peu près, on était 25 donc. Ou était-ce l'inverse? Et où était cela? Peu importe Jean,
tes Lazzi et tes Colibet. Et là, j'ai appris, surprise, que Radio Libertaire coûtait 4 000 € par mois. Vous imaginez, il faut qu'on sorte 4 000 € par mois pour entretenir ces studios. Donc voilà, vous comprenez que sans vraiment des subventions pléthoriques de l'État pitoyable qui est aux commandes dans ce pays, on a besoin donc de la solidarité de nos auditeurs, et elle peut s'exprimer en achetant une carte d'auditeur à 20 € que vous pouvez trouver à la librairie Publico, 145 rue Hamelin, Paris dans le 11e, métro Bercanfi du Calvaire aux Républiques, ce que Jean ne m'a pas demandé de dire aujourd'hui, concernant l'extrait de son livre. Voilà. Donc, je vous le rappelle. Et là, vous trouverez donc, si vous entrez dans ce haut lieu de l'anarchie, Laurent ou Max, de sémillants permanents, qui vous remettront donc une carte d'auditeur contre la modeste somme de 20 €, qui vous permettra d'écouter encore quelque temps votre radio, je suppose, préférée si vous nous écoutez, parce qu'il faut quand même... Exclusive, mais oui, bien sûr. Merci Jean de cette précision. Et puis, la librairie Publico, dont Jean vous parle tous les mardis, à propos des livres dont il évoque un extrait, ou voilà. Métro, Robert. Métro Bercanfi du Calvaire, République. À la librairie Publico, vous pouvez trouver donc énormément de livres. Moi, j'ai hérité d'un livre, d'ailleurs, on m'a offert un livre, donc samedi, une camarade m'a offert un beau livre de la librairie Publico, qui est pratiquement introuvable partout ailleurs, qui s'appelle, bref, ça m'est sorti de la tête. Chaque fois que je veux dire quelque chose d'intelligent, ça me fuit. Bon. Et la librairie Publico, alors littérature générale, littérature militante, presse militante, t-shirts, CD de chanteurs proches de l'anarchie, bref, tout ce que vous pouvez trouver qui tourne autour du petit business de l'anarchie. La librairie Publico, 145 rue Mamelot, à Paris, dans le 11e, avec Laurent et Max qui vous accueillent avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'humanité, et qui peuvent vous aider à vous trouver ce que vous désirez dans la profusion de livres qui sont dans cette librairie. Et puis enfin, la troisième œuvre de la Fédération anarchiste, Le Monde libertaire, un magazine hebdomadaire, comme la plupart des magazines d'ailleurs, on n'imagine pas un magazine quotidien. Tu crois que ça existe, Jean? Un magazine quotidien? Non, bon. On va en faire un. Jean ricane. Non, on va en faire un. En plus, on va en faire un, oui. On a que ça à faire. qui est visible tous les jeudis dans vos kiosques, donc vous pouvez l'acheter. Et pour ceux qui sont vraiment raides comme des passes-lacets, une vieille expression de mon temps, de mon époque à moi, vous pouvez le chourer, c'est-à-dire vous faites de la reprise individuelle, qui est une espèce de tic anarchiste. On reprend au grand capital ce qui nous a volé. Voilà. Non, le Monde libertaire, appartient pas au grand capital. Je suis désolé. Enfin bon, c'est quand même de la presse. Et la plupart de la presse est dans les mains du grand capital. Bon. Et vous pouvez trouver aussi à la librairie Publico, où il y a un dépôt de presse, comme on dit. Mais là, vous ne saurez pas vous payer. Chez les anards, on est honnête. Enfin, entre nous. Oui. Voilà, j'ai fini mon petit business. Je vais repasser la parole à mon Jean, qui va vous causer des expos à ne pas manquer. Et quand on dit à ne pas manquer, il ne s'agit pas de les manquer. Il ne faut pas les manquer. C'est des expos à ne pas manquer. Absolument. On pourrait même les qualifier d'expos immanquables. Immanquables, voilà. La première, c'est des lettres et des peintres. Ça, c'est au musée des lettres et des manuscrits, 222 boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement de Paris, jusqu'au 28 août. Au fil de lettres touchantes où la petite histoire croise la grande, 50 artistes nous ouvrent les coulisses de leur existence et de leur création.
Monet lance auprès de ses amis impressionnistes une souscription pour offrir l'Olympia de Manet au Louvre. Manet dépeint un Paris assiégé dont les habitants affamés en viennent à manger chat et chien. Fernand Léger écrit du front à sa fiancée des lettres ornées de dessins. Eugène Boudin déplore depuis Deauville un climat dont la rigueur nuit à son travail. Magritte évoque la fondation de l'Internationale lettriste. Renoir confie à Mallarmé qu'une rage de dents retarde l'achèvement de son portrait, ou encore Dali invite Éluard à manger du poisson à Arcachon. Hein, voilà, il y en a pour tous les goûts et toutes les exigences. Hein. Brassens ou la liberté, ça c'est à la Cité de la Musique, 221 avenue Jean Jaurès, hein, dans le 19e arrondissement. Ça c'est jusqu'au 21 août. Alors comment exposer Brassens, hein? La Cité de la Musique a voulu le montrer sous un angle inédit et parfois surprenant. Le dessinateur de BD Johann Sfar et la journaliste Clémentine de Roudil proposent un parcours à la fois ludique et didactique, incitant à la déambulation au milieu d'une forêt d'arbres où le public découvrira des documents inédits, manuscrits et carnets exceptionnellement confiés par la famille et les proches du chanteur, hein. Et puis également des archives audiovisuelles et radiophoniques, des photographies, des guitares, voilà. Brassens à la Cité de la Musique jusqu'au 21 août. Voilà pour les expos. Ouais, ça donne très envie d'y aller. Surtout que j'ai loupé par 2 fois sur, je crois que c'est France 5, il y a eu un documentaire sur Brassens, magnifique, complètement inédit, où on voit quand il habitait, par exemple. Oui, à l'impasse Florimont. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, il y a même des gens qui ont découvert avec stupéfaction le visage de Jeanne, parce qu'il la fantasmait comme une espèce de créature à la limite de la bimbo. Je sais pas ce qu'ils imaginaient, peut-être Brigitte Bardot. Peut-être. Hein, il devait être l'actrice de l'époque. Non, ça c'est... Ouais. Le copain qui m'en a parlé était vraiment... pareil que c'est vraiment touchant. Voilà. Bien, bon, bah vous voyez que Jean ne vous propose pas des trucs bidons, people, comme on dit, mais des choses vraiment intéressantes. Une petite info tout de suite, qui est une info qui concerne les anarchistes, mais en direction des non-anarchistes. Une émission spéciale sur Radio Libertaire ce soir, à 20h30, je précise ce soir à 20h30 sur Radio Libertaire, l'antenne ouverte pour une spéciale autogestion. Parce que vous savez que le 21 mai, il va y avoir une grande manif organisée par la Fédération anarchiste sur l'autogestion. Alors les alternatives en acte, AMAP, ce sont des regroupements dont notre technicienne pourrait vous parler savamment puisqu'elle en fait partie. Mais comme elle ne veut pas parler, on n'en saura pas plus. Les coopératives, les lycées autogérés, les communautés, etc. En quoi font-elles avancer la pratique et la perspective de l'autogestion? Ça, je dois vous assurer que notre technicienne nationale est intarissable, normalement, dans la vie courante. Quelles sont leurs limites dans l'environnement capitaliste? Alors là, peut-être que c'est mieux qu'elle parle pas, parce que là, on peut plus en placer une. Mais peut-être qu'un jour, elle daignera vous parler de ces AMAP, de ces coopératives, enfin toutes ces choses auxquelles elle consacre une bonne partie de sa vie. Bien. Et puis quelques annonces communiquées par notre amie Agnès. Vous savez, Agnès, la belle Agnès. Alors, des annonces qui concernent les artistes et uniquement les artistes. Un appel à candidature. Le premier, le sentier pédestre périphérique. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc, le sentier périphérique? Alors, pour le 30 mai, je suppose que le 30 mai, c'est la date limite des envois que tu as noté, Jean, c'est ça? Oui, absolument. Bon. D'envoi des dossiers, oui. Voilà. Alors, les dossiers sont envoyés par email. Alors, je vous donne carrément le dossier sont envoyés par email. Alors là, c'est invraisemblable. Est-ce que tu le mets sur le site, ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, sur le site, je mets le nom des appels, l'intitulé des appels, et ça renvoie un lien où on a accès à tous les renseignements. Bon, alors, formidable. Alors, j'ai pas besoin de vous en dire beaucoup plus. Non, parce que, dans le contexte, bon, alors, je vais vous...
Non, donne quand même le Les contexte. fouilles urbaines préventives sur le quartier de la Soie ont découvert une ancienne route. Elle a pour particularité de dessiner un cercle parfait au cœur du quartier de la Soie, un quartier en pleine transformation urbaine. Dans le cadre de cette transformation, il a été décidé de transformer cette route en sentier pédestre. Alors je suppose que c'est à Lyon. Le SPPP Sentier pédestre périphérique, bah oui, fera donc le tour du quartier de la Soie à cheval sur les communes de Villeurbanne et de Vaux-en-Velin, et reliera ainsi ces différents arrondissements. Oui, c'est dans la périphérie lyonnaise. Voilà. Pour accompagner la réalisation de ce sentier, un programme d'action artistique va être mis en place. Ces actions interviendront directement sur le tracé du futur SPP, afin de le mettre en valeur. SPP, le sentier pédestre périphérique, consacré à un ancien tracé des quartiers de la Soie. Vous savez que c'est une région de Canut. Voilà. Alors, par exemple, là, vous allez sur le blog de l'émission http://aracaille.blogspot.com. Vous avez la rubrique qui s'appelle Appel de l'émission du jour, qui s'appelle Appel à candidature. Et là, il y a Sentier pédestre. Vous cliquez sur Sentier pédestre et vous débarquez directement sur le PDF qui contient tous les renseignements, modalités d'inscription, et tout ça. Voilà. Très bien. Heureusement que Jean est toujours présent. Non, alors, ça c'est concerne sérieux les comme arts émission. de la rue, la vidéo, le cirque, la danse, les installations, la musique, la photographie, la peinture, la sculpture, l'art numérique, le cinéma, le théâtre, performance, jeux artistiques, lecture, visite, histoire, patrimoine, blablabla, blablabla, blablabla. Là, c'est infini, les gens qui peuvent participer à ce genre de performance. Bon, un autre pour le 6 juin, là c'était le 30 mai, la date limite des envois. On va prendre contact avec ces gens-là. L'autre, c'est date limite le 6 juin. C'est appel à la création entre espace de travail et espace urbain. Alors là, c'est, je crois que c'est, cet appel à création lancé par Bouygues Immobilier. Alors, je vous le déconseille formellement. Ça fait mal au sein. Oui, enfin bon. Non, mais il faut... a pour objectif de réaliser une fresque illustrant l'entreprise. Ah oui, c'est ce truc-là. Ouais. Le lauréat ou collectif de lauréats recevra un prix de 5 000 €. Allez, Bouygues. Alors, faut franchement se foutre de la gueule des artistes, parce que une multinationale qui est pourrie de fric, qui file seulement un prix de 5 000 € pour une fresque qui sera gigantesque en plus. Enfin bon, vous pouvez trouver donc tous les renseignements comme vous l'a indiqué Jean sur notre site. Je vous en dirai pas plus, sauf que je trouve que c'est gonflé d'une fresque artistique représentant écoutez bien, 16 panneaux vitrés de 1,48 m de large par 3,62 m de haut pour 5 000 balles. Merci Bouygues. Bon. Non, mais comme ça, on peut continuer à les détester. Ah bah oui, là, on peut, là. Je trouve ça très bien, moi. Non, c'est 5 000. Moi, je trouve ça abominable, quoi. Ça veut dire quelle considération on a pour, je dis pas pour les artistes, mais pour l'art, quoi. On n'a plus de considération pour TF1 et puis c'est destiné au siège social, hein. Ouais, c'est ici au siège social. En plus, donc voilà. Donc c'est 5 000 plus votre ego. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Ouais, votre ego, mais seulement personne saura c'est vous qui l'avez fait, puisque à part quelques initiés qui s'intéresseront à vos nanars, mais bon. Voilà. Alors le troisième appel à projet que nous devons donc à notre camarade Agnès, qui fait un gros boulot là, elle nous inonde maintenant d'annonces. Non, qu'elle continue surtout. Qu'elle continue de non, elle la décourage pas. Non, Agnès te décourage pas. C'est une de mes blagues un peu douteuses. Bon. Par contre, le problème, c'est qu'elle nous en envoie aussi en anglais. Ouais. Oui, que là, on est mal. Voilà. Parce que vous avez pu constater que ni l'un ni l'autre, notre anglais est un peu déficient. Bon, là, c'est un appel à projet. Miroir, mon beau miroir. Je vous transmets les derniers. Alors, ça se passe à Verrières-le-Buisson. Retrait de dossier à partir du 10 mars. Oui, là, on est un peu à la bourre, mais comme il faut. Non, retrait, pas dépôt. Ouais. Alors, troisième édition du musée éphémère d'art contemporain de la ville de Verrières-le-Buisson. Miroir, mon beau miroir. Thème du musée éphémère, miroir, mon bon miroir. Alors, originalité et faculté de faire rêver sans limite, ce double pari, nous le proposons cette année avec ces mots magiques, miroir, mon beau miroir. Si d'emblée chacun y reconnaît la parole d'un célèbre conte, nous invitons les artistes et plasticiens à réfléchir sur toutes les implications du mot miroir. Là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, et à chercher à en décliner les interprétations et les façons de faire les plus larges et les plus libres. Alors, quelle piste? Là, je veux pas vous blablater parce que l'émission touche à sa fin. On doit laisser la place à l'émission. Break This Mess. Donc,
toujours pareil, vous trouvez tout ça sur le blog, dont Jean s'occupe d'une manière vraiment, là on lui dit... Professionnel, on va dire. Ah oui, hein, super professionnel. Et vous pouvez l'en remercier parce que ça vous évitera, bande de feignasses, de chercher ces informations. Vous pouvez m'en remercier, ce que Robert n'a toujours pas fait d'ailleurs à cette... Non, je déconne. Mais je le remercie en notre nom à tous. Voilà. Ça sera la mot de la fin, à moins que Jean ait quelque chose encore à Non, on va ajouter. se finir avec Ayo, Black Spoon, et puis moi je suis pas là la semaine prochaine, mais Robert et Piquet-Cou seront fidèles au rendez-vous. Et vous savez où il va la semaine prochaine, vous voulez que je vous le dise? Il va dans sa grange pyrénéenne, là-haut, sur la montagne. Amuncho, c'est le roi de la montagne. Au revoir, Piquet-Cou. Salut à tous. Self-esteem needs a little boost. Some of them white